révolution des organisations pour une nouvelle architecture de l'entreprise aux éditions Pearson. Daniel Barouin, bonjour. Bonjour, Jean-Philippe. Daniel Barouin, Kerouan by KPMG, co-auteur avec David Gâteau, qui est cabinet de conseil d'Atsit. C'est ça, auteur de cet ouvrage, La révolution des organisations. Donc encore une énième révolution, Daniel Barouin. Oui, alors c'est ça que vous nous promettez. Oui, on a beaucoup parlé de la révolution du management. C'est sûr que chaque semaine, nous avons des ouvrages ou des déclarations de dirigeants sur le management. Mais l'organisation est un peu un angle mort. C'est moins glamour, ça intéresse moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'image plutôt des réorganisations, des organigrammes. Et donc, on pense organisation plutôt dans une vue qui est figée et un peu structurée. Or, l'organisation, c'est l'essence même de l'architecture d'entreprise. C'est comment on organise l'activité, comment on se coordonne, comment on joue les processus de décision. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est de dire il y a peut-être un territoire à explorer, qui est de la révolution de ces organisations, et de prendre la parole sur ce qu'on pouvait constater dans les missions qu'on mène actuellement sur nos clients, et de voir un peu quelles étaient ces tendances. Alors, vous brassez large. D'abord, vous nous faites un panorama de l'ensemble des accélérations en cours, et vous allez jusqu'à un manifeste à la fin. Donc on va faire ce petit chemin ensemble. Ces mutations, voilà. On les a toutes en tête, mais vous les... Oui, on connaît bien ces mutations. C'est presque un lieu commun de dire qu'on a une quatrième révolution technologique qui se profile, qu'on a des nouveaux usages et attitudes clients, qu'on a du global au local, qui est quand même un élément aussi un peu moins connu, mais qui est un élément important de la transformation des entreprises. Bien sûr, on a la prise en compte des défis sociaux et environnementaux. Et puis ce nouveau rapport au travail qu'on dit si différent avec l'arrivée des générations Y et Z qui vont modifier et bouleverser les modes de travail. Ces mutations en général sont plutôt analysées sous forme impact emploi, compétences, et puis deux modèles d'organisation qui sont en gros l'entreprise plateforme et puis, je dirais, l'automatisation, quoi. Or, ce qu'on essaye de montrer dans l'ouvrage, en tout cas pour planter le décor, c'est que ces mutations présentent en fait de formidables opportunités pour faire bouger les organisations et qu'il y a, au-delà des stéréotypes qu'on peut avoir sur des modèles figés, des tas de dynamiques, des ferments de révolution qui vont impulser un mouvement fort. Alors, quels sont ces ferments de révolution ? Ils sont importants, on en a distingué 4, on va les balayer rapidement. Il y a d'une part le client au centre. Alors, bien sûr, on a entendu pendant près de 20 ans l'orientation client, mais c'était un peu différent puisqu'on disait il faut que l'entreprise essaye de s'orienter vers le client, c'est-à-dire soit plus aussi bien en termes d'expression de ses attentes. Mais là, ce qui est différent dans le client au centre, c'est qu'on doit gérer dans un univers qui est à la fois physique, les magasins ou la partie plus... la partie physique, la partie digitale, la partie centre d'appel, la partie logistique, les parties avec les partenaires, puisqu'on se rend compte qu'on ne peut pas produire une offre de service aujourd'hui sans une coopération importante. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de gérer ces interrelations, si vous mettez le client au centre. Et ça bouleverse fondamentalement les modèles existants, puisque vous ne pouvez plus raisonner entre le monde physique et le monde digital, vous ne pouvez plus raisonner entre le back et le front office, en particulier par rapport à la vente, et vous ne pouvez plus raisonner entre marketing et force de vente. Donc c'est une révolution dans le sens où cette dynamique induit de nouvelles manières d'organiser l'entreprise. Et je dirais que c'est une dynamique humaine aussi, parce que derrière, on se rend compte que si on met le client au centre, il faut qu'on ait non seulement, bien sûr, un engagement client, mais un engagement aussi des collaborateurs avec ce client. Et aussi un accompagnement managérial qui permet cet engagement, je dirais, client de la part des collaborateurs, ce qui n'est pas une mince affaire dans des modèles plus hiérarchiques et contrôlants qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une première dynamique. C'est une des idées, c'est l'agilité aussi. Voilà. Alors, l'agilité, je dirais qu'on l'utilise avec beaucoup de sens différents. Et nous, on revient dans ce livre sur un peu ce qui a fait pour nous l'onde de choc, qu'on a trouvé merveilleuse, qu'on rappelle, c'est que début 2000, il y a 17 développeurs et experts de la tech qui se réunissent dans un hôtel et qui sortent un manifeste, le manifeste du mode agile, et qui pose quand même, je veux dire, des principes. Alors, moi, ça me fascine parce qu'on est plus dans la sociotechnique, qui disent c'est les individus et les relations plus que les processus et les outils. C'est quand même des personnes de la tech qui disent aussi il est plus important d'accorder un primat au client et l'accompagnement au changement est clé pour la réussite des projets, en 2000. Bon. Alors, ça serait un manifeste historique, ça serait peu important. Par contre, ce qui est important, c'est que ce mouvement, ce manifeste agile, a généré une vraie onde de choc dans le monde des équipes de SI. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord produit
un mode et une méthode agile, avec les méthodes Scrum, etc., qui ont permis de révolutionner les manières de conduire les projets. Et aujourd'hui, on peut considérer que dans certaines grandes entreprises, par exemple le secteur bancaire, 30 ou 40% des équipes SI fonctionnent dans ce mode agile. Donc, je dirais, la révolution est venue de la part des techniciens et du monde de la tech qui a bouleversé. Et ce mode agile, il est extrêmement intéressant parce que c'est quoi ? C'est des équipes autonomes, c'est de l'autogestion, c'est de la manière de penser le client ou réponse client. Et c'est aussi le fait d'avoir un développement des personnes et des compétences et de leur savoir-faire. Donc, c'est un vrai beau modèle humain avant d'être un modèle organisationnel. Et d'ailleurs, vous allez sur cette idée de responsable développement des hommes et des communautés. Oui, alors ça c'est un des points importants qu'on observe dans les dynamiques qu'on a pu... C'est pas ressources humaines là. Non, c'est pas ressources humaines. On pense que le modèle effectivement de la fonction support ressources humaines, qui est toujours présenté comme un business partner, ce modèle il est un peu obsolète. D'accord ? Parce que business partner, ça veut dire que, en gros, la fonction ressources humaines n'est qu'au service des opérationnels et de la stratégie. Or, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est quand même à la fois de dire que c'est les hommes et les équipes, l'engagement, les talents, la manière de conduire la transformation qui vont faire la performance durable. Donc ça, c'est quand même un élément important. L'autre élément important, c'est que l'entreprise est étendue. Donc le RH, il ne doit pas s'occuper uniquement du contrat social des collaborateurs, mais il doit s'occuper de l'ensemble des parties prenantes qui vont concourir à la réussite de l'entreprise. Et puis, il y a un troisième point aussi, si on devait aujourd'hui avoir aussi un rôle du RH dans les comités de direction, c'est qu'avant tout, l'entreprise est une communauté de personnes. Et je veux dire, c'est lui qui porte ça haut et fort, et ce n'est pas effectivement qu'une suite d'indicateurs et de résultats. Le message est fort avec la raison d'être, ou en tout cas l'écho. Et je reprends effectivement sur le développement des hommes et des communautés, c'est que demain, on n'aura plus une fonction ressources humaines, on aura un pôle placé auprès du directeur général, un pôle sur le développement des hommes et des communautés, où un des grands rôles de cette personne qui animera ce pôle sera le déploiement de la raison d'être, avec effectivement tout un enjeu très fort de l'appropriation par les personnes au plus bas niveau du terrain pour s'approprier cette raison d'être. Avec des organisations évidemment apprenantes aussi. Oui, parce que je dirais dans le renouveau stratégique de l'entreprise, on a eu une grande ère dans les années 2000 qui était le knowledge management qui a s'est un peu fourvoyé parce que ça n'a pas beaucoup débouché sur, en tout cas, une mise à niveau stratégique auprès des dirigeants. Par contre, ce concept d'organisation apprenante devient aujourd'hui un élément clé à la fois d'un atout distinctif des entreprises qui vont s'adapter à leur environnement, et ça a des conséquences extrêmement importantes dans la manière de repenser ce qu'on appelle les learning development, c'est-à-dire comment les gens au sein de l'entreprise apprennent et transmettent leur savoir-faire, et on n'est plus dans des processus itératifs entre des savoir-faire formalisés, classiques qu'on diffusait comme précédemment. Donc c'est tous ces enjeux d'agilité, donc on retrouve cette agilité et cette flexibilité qui va faire l'organisation apprenante. Développement des hommes et des communautés, une sorte de contrat social repensé. Repensé. C'est ça que vous nous proposez. Et puis, l'émergence quand même de ce pôle data science. Et ce pôle data science. Voilà. Alors ça, c'est un point quand même extrêmement important, parce que classiquement, comment on organisait l'entreprise ? On l'organisait soit par la fonction, classiquement, dans l'histoire des organisations, soit par la géographie, soit par le métier, soit éventuellement par des gros clients, quand on était dans un secteur plus de services avec des gros clients. Et là, on constate qu'il y a une nouvelle dimension qui émerge. Et là, on ne parle pas de digital, on parle d'un Chief Data Officer. Donc, c'est une structuration qui va faire qu'on va avoir un pôle placé auprès de la direction générale qui aura en charge non seulement de structurer la base de données, c'est déjà quand même extrêmement important, et de s'assurer qu'on est dans une maîtrise aussi de la confidentialité de ces données. Mais plus largement, il va développer avec les métiers tous les cas d'usage qui vont faire les modèles prédictifs de demain. Donc c'est quand même extrêmement important en termes de recherche de performance et des nouvelles manières de penser. Et on a un troisième point qui va être extrêmement important sur ce data science, c'est qu'il va aussi expérimenter et être en veille sur toutes les nouvelles technologies de rupture, puisque la donnée, alors bien sûr c'est l'intelligence artificielle, oui, ça va être un petit peu le moteur de toutes ces innovations de rupture dans les entreprises. La donnée, c'est le sang de l'entreprise aujourd'hui. Absolument. Un manifeste qui conclut l'ouvrage pour une nouvelle architecture d'entreprise. Merci Daniel Barouin. Merci Jean-Philippe.